Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Au Mali, faut-il craindre des sanctions économiques de la communauté internationale après la démission du président de la transition et son premier ministre? C'est le thème central de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir, réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Cette situation à laquelle nous assistons intervient à un moment où l'économie malienne connaît déjà une instabilité à cause de l'insécurité, de la COVID-19 et la grogne sociale. Pour parler de ce sujet, nos invités au nombre de 3 sont professeur Mamoutou Soumaré, économiste, chercheur au groupe de recherche et de réflexion sur la corruption GRCC. Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAPES. Modibo Maou Makalou, économiste, il n'est pas encore là, il va prendre l'émission en cours. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Docteur Mamoutou Soumaré, professeur Mamoutou Soumaré, je commence par vous. Déjà, votre regard sur cette situation. Donc c'est une situation humiliante. La première chose, c'est une situation humiliante pour le Mali. Tout le monde avait dit que Ibeka avait été renversé, on avait réussi à faire une petite transition. Et maintenant, on reprend tout à zéro. On a eu des sanctions la première fois. Il semblerait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de sanctions, mais c'est vraiment une situation humiliante. Il faudrait que le Mali et les Maliens se ressaisissent pour qu'on puisse aller de l'avant. Etienne Fakaba Sissoko, est-ce également pour vous une situation humiliante? Absolument. Tout Malien est pris de paix et de démocratie et un sens minimum de patriotisme. C'est que le Mali est dans une crise où on pouvait se passer de cette situation-là. On est déjà dans une situation économique très précaire, vous l'avez rappelé. On est dans une crise politique parce que nous sommes encore dans une transition. Et aujourd'hui, s'il faut ajouter encore à cela une crise institutionnelle, parce que c'est quand même 2 institutions qui viennent de tomber en même temps, et une partie de la population réclame encore qu'une autre institution qui est le CNT soit également dissoute. Donc du coup, on se retrouve dans une situation finalement où le monde est au chevet du Mali, mais que les Maliens eux-mêmes, ou une partie en tout cas des Maliens eux-mêmes, ne se soucient finalement pas du sort du Mali. Professeur Mamoutou Soumaré, le Mali a-t-il les moyens nécessaires pour résister longtemps face à d'éventuelles sanctions de la CEDEAO? Bon, avant de répondre à votre question, il faudrait que, quand la situation s'améliore, que le Mali revoie ses priorités. Je l'ai dit ici une fois lors d'une émission, ce n'est pas normal que dans la CEDEAO, il y a 15 pays, il n'y a que 3 pays qui sont continentaux. Dans l'UMOA, il y a 8 pays, et il n'y a que 3 pays qui sont continentaux. S'il y a un coup d'État au Mali, on ferme les frontières. S'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, même si on ferme les frontières, ils ont un accès à la mer. Donc il faudra qu'on revoie les accords de l'UMOA pour qu'on ait une clause de la nation les plus défavorisées. En cas de coup d'État, que la population ne soit pas lésée et qu'on arrête de brandir à chaque fois en fermeture des frontières. Parce que tous les autres pays ont un accès à la mer. Vous avez vu récemment... également, il faut qu'on se fasse respecter. Ce qui s'est passé au Tchad, c'est pire que ce qui s'est passé au Mali. Mais pourtant, est-ce que les pays de la CEMAC ont osé parler de faire un embargo sur le Tchad? Jamais. Est-ce que l'Union africaine a osé même lever la tête contre le Tchad? Ils ont fait des petits communiqués insignifiants. Donc, il faut faire attention, il faut qu'on revoie tout ça. Un autre point également, la dernière fois, la BCEAO a violé ses propres traités. L'article 4 de la BCEAO dit que la BCEAO ne peut jamais recevoir d'ordre d'aucune institution, d'aucun pays. Et la dernière fois, ils ont reçu des ordres de la CEDEAO, qui n'est même pas membre. La BCEAO, c'est une institution de l'UMOA, et l'article 4 a été violé. Et il y a un Sénégalais qui avait dit qu'il allait porter plainte contre la BCEAO. Et c'est le Mali qui aurait dû porter plainte contre la BCEAO, pour non-respect de ses propres statuts. Donc, d'un point de vue, pour répondre à votre question, d'un point de vue de résistance, Dr Fagaba vient de le dire tout de suite, on est dans une situation
problématique. Vous avez vous-même évoqué le Covid, etc. On n'a pas les moyens réellement de résister à des sanctions, à des coupures d'aide internationale pour le moment. Vraiment, c'est ça la situation qui... Etienne Fakaba, vous êtes d'avis... Moi, je dirais d'abord que pour les sanctions, on n'en est pas là. Parce que les sanctions vont être graduelles. Vous avez suivi hier le communiqué du Conseil des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui pour l'instant se sont contentés de condamner l'acte qui s'est passé et ont demandé la libération ainsi que le retour à la transition avec des civils à la tête de la transition. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, ça va être de suivre l'évolution justement de la mise en œuvre de ces injonctions-là. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons appris dans votre journal tout à l'heure, comme ce matin également, la libération de Bandao et de Mokhtar Wan. Ça, c'est des choses qui peuvent nous empêcher ou nous faire échapper à d'éventuelles sanctions. Mais là où ça va être problématique, c'est le point où on demande au Mali de revenir à une transition civile. Ce qui veut dire un président de la transition civile, un premier ministre civil. Et si d'ores et déjà la junte ne se plie pas à cette exigence, effectivement, il y aura des sanctions. Les sanctions peuvent être de deux sortes. Soit c'est des sanctions ciblées contre les individus, soit c'est des sanctions qui vont toucher le pays. Et pour les sanctions contre les individus, ça va être les interdictions de voyage, ça va être les gels des avoirs pour ceux qui ont des avoirs à l'étranger. Et pour le pays, ça va être la fermeture des frontières. Et pour la fermeture des frontières, qui est la sanction la plus élevée qu'il faut craindre, en tout cas pour notre pays dans la situation actuelle, parce qu'il faut le rappeler, on était en récession en début d'année. Avec la Covid, on a eu moins 2% de croissance économique. Et au moment où on pensait qu'il y avait une reprise, il y a la grogne sociale qui s'est ajoutée à cela avec la grève. Et quand vous évaluez les 10 jours de grève que nous avons fait, les effets commençaient déjà à se faire sentir sur notre économie en termes d'approvisionnement, en termes même de circulation, de libre circulation, en termes de recettes, en termes fiscaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, la grande difficulté, ça va être de faire face à cette nouvelle crise-là. Et très clairement, il faut le dire, on n'a pas les moyens de faire face à une telle situation. Certains vont rappeler 2012 pour dire qu'en 2012, pourtant, il y a eu les embargos, mais il y a eu l'embargo 2 jours. 2 jours et la junte s'est pliée aux exigences de la CEDEAO. Mais ce qui est faisable, c'est que chaque crise, comme un doyen aime le rappeler, chaque crise offre son lot d'opportunités. Et aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée de repenser nos priorités, comme l'a dit le professeur. Repenser nos priorités, c'est la rationalisation des dépenses publiques, c'est investir dans les secteurs prioritaires, c'est finalement sortir de tout ce qui est superflu et nous attaquer à l'essentiel. Or, le budget qu'on a vu voté par le CNT est tout sauf s'attaquer à l'essentiel. S'attaquer à l'essentiel, vous l'avez dit dans l'introduction, le pays est sans gouvernement ni président. Cette situation ne ralentirait pas la production Moribo Mahamadou? Écoutez, vous savez, en matière économique, la notion de risque, le premier risque, il est politique. L'instabilité institutionnelle. Le risque politique, c'est qu'il n'y ait pas de gouvernement, c'est des soulèvements, c'est des coups d'État, tout ce qui peut entraver la bonne marche d'un État. Parce que pour que l'économie fonctionne, c'est sur la base de la confiance des opérateurs économiques. Si l'opérateur économique n'entrevoit pas d'ici une semaine, d'ici 6 mois, d'ici 1 an ce qui va se passer, il va ce qu'on va appeler en termes économiques thésauriser. Donc, tout ce qui doit se faire va attendre. On va se dire, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, l'objectif des autorités publiques, c'est de rassurer les opérateurs, de rassurer les citoyens sur la bonne marche des institutions. En matière démocratique, mais vous savez, il faut que les institutions soient fonctionnelles. Mais surtout, il faut l'état de droit. Parce que c'est l'état de droit qui permet au moins aux investisseurs de savoir que quel que soit le régime en place, force restera à la loi. Bon, mais maintenant, dans ce cas de figure, ce que nous vivons au Mali est quand même
pas quelque chose que nous ne connaissons pas, parce que vous savez qu'on avait déjà subi des sanctions en 2020. Mais pour arriver aux sanctions, il ne faut pas oublier aussi la notion de subsidiarité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui contient 15 membres, dont 5 permanents, a fait une déclaration où elle a quand même, en tout cas, sévèrement critiqué l'arrestation des dirigeants, et elle a demandé leur libération sans condition. Mais ce n'est pas cela, parce que maintenant, il y a la Troïka ici au Mali qui est en train de discuter, et cela comprend d'abord la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les 15 États en Afrique de l'Ouest. Parce que au niveau de l'Union africaine, vous avez 8 communautés économiques régionales. Donc la CEDEAO est responsable pour les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Mali. C'est pour cela que vous verrez Goodluck Jonathan venir en tant que représentant du président de la CEDEAO au Mali comme médiateur. Mais aussi, vous avez l'Union africaine et vous avez les Nations unies. Mais ce n'est pas le Conseil de sécurité qui va se prononcer en premier. C'est la CEDEAO qui va se prononcer. Je crois savoir que la CEDEAO va se réunir très bientôt, que c'est imminent que la CEDEAO, la conférence des chefs d'État, se réunisse pour décider du sort du Mali. La CEDEAO ne s'est pas encore réunie et vous l'avez dit dans votre introduction, nous ne sommes pas encore sous embargo. Mais est-ce que l'impact de cette situation est déjà visible sur les activités économiques ? Bon, on ne peut pas réellement dire que l'impact sur les activités économiques est directement dû au coup d'État. C'est plutôt, comme disait le Dr Fagama, c'est plutôt dû à la grève. La semaine de grève qui est venue en conjonction justement avec le coup d'État. Bon, pour le moment, on ne peut pas dire que ces 2 jours d'instabilité ont eu un impact. C'est plutôt la semaine de grève là, qui a vraiment impacté les activités au Mali. C'est pour ça qu'on peut le dire. Maintenant, bien sûr, si la situation s'aggrave, hein, si des sanctions sont, comme disait M. Makalou tout de suite, si les investisseurs, les commerçants, etc., commencent à avoir peur, ils vont faire de la rétention de marchandises, l'activité économique va s'en ressentir. Mais est-ce que dans de pareilles situations, les investisseurs vont risquer d'investir non, au pays ? Là, on est parti pour encore une année de retard pour les investisseurs. Toute personne qui, comme disait M. Malalou, la confiance, c'est la confiance. Même qu'on ait une démocratie, une vraie démocratie ou même une dictature, on sait ce qu'on est, à quoi on est confronté. C'est-à-dire qu'on soit dans un système de dictature ou de démocratie, on sait qu'il y a des autorités, on sait qu'il y a une justice qui fonctionne plus ou moins bien, on sait à quoi s'en tenir. Dans la situation du Mali, on ne sait pas à quoi s'en tenir. On est dans le flou artistique. On n'a pas de gouvernement. On devait avoir un gouvernement, on va continuer comme ça pendant combien de temps ? Personne ne sait à quoi s'en tenir. C'est ça le souci principal. Etienne Fakaba Sissoko, on sait que les pays dépendent les uns des autres. Est-ce qu'une éventuelle sanction contre le Mali n'engendrerait pas de pertes pour nos voisins immédiats ? Oui, c'est clair. D'abord, pour répondre, pour parler un tout petit peu de la question que vous venez de poser au professeur, l'impact est là. Même si ce n'est pas dû effectivement à la situation de coup d'État. Par exemple, quand vous voyez les prévisions qui avaient été faites, il y avait 220 milliards qu'on devait lever sur le marché international pour financer les investissements. Aujourd'hui, il faut se dire très clairement que pour lever des fonds sur le marché international, il y a la crédibilité du pays qui rentre en jeu, il y a la stabilité politique qui rentre en jeu, il y a la capacité de gouvernance du pays qui rentre en jeu. Bref, il y a cette capacité de ce pays-là à rembourser le montant qu'il est en train de prendre sur le marché international. Et donc, c'est aussi à cause de cette crédibilité que les autres pays, que les partenaires peuvent décider de vous donner de l'argent ou pas. Vous voyez un pays ou un investisseur sérieux donner son argent à un pays où l'instabilité politique règne à ce point-là? Non. Donc, il faut se dire très clairement qu'aujourd'hui, qu'il y ait sanction ou pas, que sur le marché international, les conséquences de ce acte-là vont se faire sentir. Il n'y a même pas de doute. Deuxième élément, c'est que lorsque il y a sanction, effectivement, les gens pensent toujours que c'est le pays qui est sanctionné qui en pâtit. Non, mais c'est aussi les pays avec lesquels nous commerçons qui vont aussi souffrir. Je prends l'exemple du Sénégal, par exemple.
une grève simple de l'UNTM au Mali a des conséquences sur les chiffres d'affaires, sur les recettes fiscales du Sénégal, sur les recettes fiscales de la Côte d'Ivoire. Et la grève qu'on a eue en 2020 ou même 2021 de l'UNTM, on chiffrait déjà à 110 milliards la perte que cela a engendré pour la zone UEMOA, tout simplement. Donc, aujourd'hui, la grande difficulté qu'on a, c'est comment arriver à empêcher ces sanctions-là. Il est difficile de le faire parce que la communauté internationale regarde la situation du pays, regarde comment les acteurs sociaux réagissent, comment les acteurs politiques réagissent. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation où chaque homme politique, chaque parti politique pense qu'il faut faire allégeance à la junte pour pouvoir espérer gagner aux prochaines élections. Donc, du coup, il n'y a pas de réponse véritable de la classe politique et de la société civile pour dire clairement que nous ne sommes pas d'accord ou nous voulons telle ou telle chose. Donc le contrepoids qui devait être là n'est pas là et finalement le Mali ne pourra malheureusement pas échapper aux sanctions si on ne se plie pas aux injonctions de nos partenaires. Certes, les sanctions ne sont pas encore là, mais le citoyen lambda a déjà peur. Vous voyez qu'après la levée du mot d'ordre des grèves, les banques, les gens sont partis en masse aux banques pour essayer d'avoir de l'argent. Déjà, quel peut être l'effet de cette situation sur le citoyen lambda, Modibo Makalou? Sur le citoyen lambda, moi, vous savez, si nous évaluons le produit intérieur brut de notre pays, le PIB, c'est-à-dire la valeur de l'ensemble des biens et des services produits dans notre économie pendant une année, sur une base annuelle, mais si nous rapportons sur une base journalière, nous sommes entre 29 et 30 milliards de production nationale tous les jours, de francs CFA, 30 milliards de francs CFA de production nationale, évidemment. Mais cela est important, mais tout cela n'est pas perdu parce que vous avez suivi que nous avions eu plusieurs grèves depuis l'année dernière, 3 jours en novembre 2020, 5 jours en décembre 2020, 5 jours en mai 2020, et puis on avait entamé une seconde grève qui vient de s'arrêter. Tout cela joue sur le tissu économique. Vous savez, nous vivons une crise multiforme déjà. La Covid s'y est rajoutée et ça a renforcé les vulnérabilités de notre économie. Parce que vous savez, le Mali est très dépendant de l'extérieur. Et notre économie, le PIB dont je viens de vous parler, les 30 milliards que nous produisons tous les jours sur notre territoire, il y a 60% qui a un lien avec le commerce international, c'est-à-dire les exportations, ce que nous vendons à l'extérieur, et les importations, ce que nous achetons de l'extérieur. Donc ça veut dire que nous dépendons de l'extérieur. 60% de notre économie dépend de l'extérieur. Bon, si vous me parlez des banques, nous avons un pays qui est faiblement bancarisé, mais il y a une manne importante dont on ne parle pas souvent, c'est les transferts unilatéraux de la diaspora. C'est-à-dire ce que la diaspora malienne de l'extérieur envoie à travers les systèmes financiers. Madame, tous les jours, cela fait à peu près 1,5 milliard. Cette somme est beaucoup plus importante dans sa globalité, mais ce qui est recensé à travers les systèmes financiers dans les chiffres macroéconomiques, c'est 1,5 milliard tous les jours. Donc, vous avez beaucoup de gens, de familles qui dépendent de cette manne pour vivre au jour le jour. Et si vous prenez la structure de notre économie qui est largement informelle au niveau du secteur privé, au moins 80% de notre économie dépend du secteur informel. Des gens qui vivent au jour le jour. S'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas. S'ils ne gagnent pas, ils ne mangent pas ce jour-là. Donc, plus il y a de l'insécurité, plus il y a de l'incertitude, plus ces gens sont fragilisés et ils sont composés en grande partie de femmes et de jeunes. Professeur Soumaré, quels sont les secteurs de l'économie qui pourraient en pâtir en cas de sanctions alors? Comme vient de dire M. Magalou, en fait, c'est tous les secteurs qui peuvent en pâtir. Premièrement, les secteurs exportateurs. Si on bloque les frontières, on ne va plus pouvoir exporter d'or, on ne va plus pouvoir exporter de coton. Bon, le coton, cette année, ça n'a pas marché, mais tous les secteurs liés à l'exportation et à l'importation vont pâtir des sanctions. Vous avez vu, quand il parlait de l'apport de la diaspora,
ça a déjà impacté notre économie, le Covid. Parce que, par exemple, en France, tous les travailleurs immigrés là, qui sont dans des métiers peu valorisés, qui font dans la restauration, etc., ils sont quasiment tous au chômage. Et donc, même la manne qui arrivait normalement a commencé à diminuer depuis le début de 2020. Bon, maintenant, on peut espérer une reprise. En fait, il n'y a pas un secteur qui sera épargné en cas de sanctions sur le Mali. Etienne Fakaba Sissoko, le pays fait face déjà à un front social mouvementé. Est-ce qu'on risque, s'il y a des contestations sociales ou un bras de fer avec la communauté internationale, qu'est-ce qu'on risque? D'abord, c'est le financement que nous avons de ces organisations internationales. Vous avez suivi récemment que l'Union européenne a refusé de débloquer près de 30 millions d'euros en faveur du Mali. Et cela à cause d'autres problèmes qui n'étaient pas forcément liés à la crise politique que nous sommes en train de traverser. Mais déjà, l'impact de cela sur les projets de développement qui étaient déjà en cours et qui allaient être mis en œuvre pour les populations, l'effet s'est fait sentir. Et lorsque vous regardez également sur le plan de l'appui budgétaire qui est accordé à nos pays, les populistes vont certainement dire « ouais, l'appui au développement, c'est moins que ce que la diaspora nous envoie, etc. » Sauf que dans ce cas précis, c'est ce que la diaspora nous envoie qui va être impacté, en plus de ce que les partenaires envoient également qui vont être impactés. Or, nous avons un budget qui est tout le temps déficitaire et dont le financement se fait soit à travers l'aide publique au développement, soit à travers le marché international. Donc, ces deux secteurs-là, nous allons être privés du financement de ces deux secteurs-là. Et aussi, sur le professeur parlait tout à l'heure de la réaction de la BCEAO les années antérieures, en 2012 et ensuite en 2020, lorsqu'ils ont décidé de couper le robinet. Mais professeur, la vérité c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas souscrire de façon volontaire à des conventions, à des chartes qui règlent la gouvernance dans nos pays et que vous violez vous-même par vos attitudes, par vos actions, ces mêmes conventions, et ne pas vous attendre à des sanctions. Ce n'est pas possible. Il faut que nous nous prenions au sérieux, il faut que nous prenions notre pays au sérieux. Et donc, dans ce cas de figure-là, l'ultime sanction peut être aussi que la BCEAO ferme les robinets et que les mouvements d'écriture qui pouvaient se faire entre la BCEAO et les banques secondaires dans nos pays ne puissent plus se faire. Et donc, l'interconnexion qu'il y a également entre les banques secondaires ne pourra également plus se faire. Le taux de bancarisation est certes faible, mais aujourd'hui, ceux qui sont bancarisés, ce sont eux qui portent l'économie de notre pays, c'est eux qui portent les familles. Parce que la plupart, c'est des fonctionnaires. Un fonctionnaire, aujourd'hui, il fait vivre au moins une vingtaine de personnes, en moyenne. Donc, ce n'est pas le fait que le niveau de bancarisation est faible qui va diminuer l'impact que cela peut avoir sur nous. Ensuite, sur un autre plan, les sanctions peuvent toucher également les projets de développement qui sont mis en œuvre dans les régions du Nord et du Centre. Et imaginez aujourd'hui que des populations qui font déjà face à l'insécurité, qui font déjà face à la pauvreté extrême, et que les projets qui font vivre ces populations-là également puissent être coupés. Imaginez l'impact de cela. Donc c'est pourquoi nous sommes en train, les gens vont dire qu'on fait tout pour faire peur aux gens. Non, c'est aujourd'hui la réalité des faits qui nous impose ce langage de vérité. C'est que nous sommes en train de tout faire pour réunir les ingrédients d'une crise dont nous ne pouvons pas maîtriser, dont la sous-région va en pâtir, dont les populations seront les premières victimes. Alors, on a intérêt aujourd'hui à se remettre en cause et à trouver très rapidement les solutions politiques. Modibo Mahamadou, se remettre en cause, certes, mais déjà, quels peuvent être les risques d'éventuels bras de fer entre le Mali et la communauté internationale? Non, il n'y aura pas de bras de fer entre le Mali et la communauté internationale. Je vais vous dire ça pour deux raisons. Vous savez, les sanctions peuvent découler de deux choses. D'abord, au niveau de l'Union africaine, nous avons adhéré à un principe qui s'appelle la Charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections. Aussi, il y a un protocole, la CEDEAO,
qui avait pour objectif de promouvoir la coopération économique, maintenant aussi promeut la coopération politique. Donc il y a un mandat gouvernance, bonne gouvernance, surtout au niveau des élections. Et donc il y a une charte additionnelle qui a été signée en 1991 par notre pays. Donc il y a 2 articles, l'article 1E et 45.2, qui peuvent faire que nous allons en tout cas subir des sanctions. Et donc ces 2 articles sont pour la charte additionnelle de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais maintenant, pour revenir, pourquoi nous ne pouvons pas avoir de bras de fer avec la communauté internationale? Je vais vous dire ce que j'en pense. En réalité, vous savez, nous avons toujours eu un déficit budgétaire depuis l'indépendance. Déficit budgétaire, ça veut dire que nos ressources sont moindres que nos dépenses. Nous dépensons toujours plus que nous n'avons de ressources. Donc, quand vous dépensez plus, et pour le budget 2021, tenez-vous bien, nos dépenses s'élèvent à 2808 milliards de francs CFA. Les dépenses. Et les ressources sont à 2155 milliards de francs CFA. Donc il y a une différence, un manque. Une différence qu'il faut trouver. Ça, c'est 653 milliards de francs CFA. Bon, comment financer ce déficit budgétaire? C'est à travers les emprunts sur les marchés internationaux, notamment le marché interbancaire dans la sous-région, parce que nous sommes la Bourse régionale de valeurs mobilières, le marché interbancaire, donc ça recouvre la BCEAO et la CEDEAO. Donc si nous sommes sanctionnés, nous ne pouvons pas recourir à cela pour financer notre déficit budgétaire. Secondo, les partenaires techniques et financiers, l'aide au développement, l'assistance extérieure. Je n'aime pas beaucoup le terme aide au développement. L'assistance extérieure aussi, si elle est gelée, donc ce déficit va être là, il ne pourra pas être financé. Et comme on est déjà impacté par la baisse des recettes, parce que les recettes fiscales, les jours de grève, vous savez, la douane et les impôts nous rapportent entre 5 et 6 milliards tous les jours, en une seule journée. Donc imaginez tout le temps que les recettes n'ont pas été comblées, cela pose un problème. Mais aussi, je vais m'arrêter là, le déficit budgétaire, au niveau de notre budget national, 25% de notre budget national est financé par l'extérieur. On ne peut pas se taper la poitrine pour dire que nous sommes indépendants, nous sommes souverains. 25% de notre budget est financé par l'assistance extérieure. Et à peu près 65% des investissements publics qui sont faits au Mali sont financés par l'assistance extérieure. Donc, il va falloir que nous comptons davantage sur nous-mêmes en mobilisant nos ressources internes et en dépendant moins sur les partenaires. En ce moment-là, nous pourrons nous taper notre poitrine et puis dire que nous sommes souverains. Je rappelle que ce numéro du Grand Dialogue est réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Nous savons qu'il y a l'insécurité qui sévit dans notre pays, la Covid, la grogne sociale tantôt soulevée par Etienne et Modibo Mahamadou. Quels peuvent alors être... Est-ce que les effets de cette crise seront ressentis de la même manière pour le Malien du Nord comme du Sud? Monsieur Faraba, je pense, parlait du Nord tout à l'heure. En 2020, les Nations Unies ont dit qu'il y a eu 4,5 millions de Maliens qui ont eu besoin d'aide alimentaire. Si on a des sanctions, qui va pouvoir amener cette aide alimentaire? 4,5 millions de Maliens. Je ne sais pas si vous imaginez, sur une population de 20 millions d'habitants. C'est ça le problème. Les gens meurent de faim. Les gens sont pauvres. C'est pour ça que quand souvent, lors des émissions ici, on dit qu'il faut qu'on arrête d'acheter des V8, hein, ça, c'est mon credo perpétuel. La majorité des Maliens, 45% des Maliens, gagnent moins de 175 000 francs par an. C'est ça le taux de pauvreté au Mali. Et donc, comme mes 2 collègues disaient tout à l'heure, il faut qu'on commence à se ressaisir. Il faut que la bonne gestion, déjà. Comment on peut avoir un budget prévisionnel de 2800 milliards en dépenses au regard de 2100 milliards en recettes? Vous imaginez? Quasiment un tiers du déficit budgétaire programmé. C'est-à-dire qu'il faut revoir la manière dont on fait notre budget. Il faut tout revoir, tout reprendre à zéro. Non plus faire des budgets, faire un peu comme dans l'industrie, hein, faire un budget base zéro. On reprend à zéro pour... Ce serait ça qu'il faudrait faire. Hein. Et puis, toutes les dépenses superflues, qu'on les arrête. On a le problème de l'armement. On a le problème de l'armée, etc. On a le problème des populations pauvres qui nécessitent des ressources alimentaires et sanitaires.
On a le problème des fonctionnaires qui veulent être augmentés. Maintenant, comment on va trancher la poire? La pizza ne peut pas augmenter de manière indéfinie. Il va falloir qu'on fasse des choix. Et que le peu que l'on a, on essaye de l'orienter sur des structures très importantes. Regardez l'école. Il y a combien d'écoles qui sont fermées dans les régions du centre et les régions du nord? Si toute l'armée est concentrée à Bamako sur les problèmes, qui va faire les batailles? Ce n'est pas l'armée française, ce n'est pas l'armée russe, ce n'est pas l'armée chinoise. On se défend soi-même. Et ce n'est pas d'avoir 5 000 soldats, 6 000 soldats. Regardez le cas de l'Afghanistan. Les États-Unis avaient mis 175 000 soldats en Afghanistan. L'Afghanistan, il fait 220 000 km². Ils n'ont pas réussi à faire face aux djihadistes. 175 000 soldats, imaginez. Au Mali, la MINUSMA, c'est 15 000 soldats, l'armée française, 5 000 soldats. Comment on va faire? Il faut vraiment qu'on se ressaisisse, qu'on fixe les priorités et qu'on essaye de lutter pour le pays. Le patriotisme. Etienne Fakaba Sissoko, êtes-vous d'avis qu'il faut faire des choix dans la répartition des budgets et repartir à zéro pour contrer cette nouvelle crise? Non, il n'y a pas d'autre alternative. En réalité, au-delà de la masse du budget, moi, c'est surtout ce qu'on fait avec cet argent, moi, qui m'inquiète. Tenez-vous bien, en 2021, lorsque le budget a été voté, la priorité, c'était d'avoir la loi de programmation militaire. On peut dire, oui, c'est normal parce que nous sommes dans une situation d'insécurité, il faut redoter notre armée, il faut réarmer notre armée. D'accord. Mais la deuxième priorité, c'était la lutte contre le Covid. La lutte contre le Covid, d'accord, c'est une priorité mondiale, il faut y faire face parce que tout dépend de la santé, etc., etc. Troisième priorité, c'est la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est aussi un instrument de paix, etc., etc. Il faut débourser des milliards pour y faire face, etc. C'est une priorité aussi pour la communauté internationale qui voit que depuis 5 ans, 6 ans, on n'arrive pas à avancer fondamentalement sur cette question. Mais quelqu'un le rappelait tout à l'heure, c'est le professeur Soumaré, que c'est cet argent qui crée la richesse. La richesse, elle est créée sur la base des investissements. Et sur tous les secteurs que nous venons de citer, il n'y a pas un seul investissement productif dedans. Il n'y a pas un seul investissement capable de produire de la valeur ajoutée. Sans valeur ajoutée, comment est-ce que nous allons avoir de la croissance? Sans croissance, comment est-ce que nous allons vivre? Voilà la véritable difficulté que nous avons. C'est-à-dire les points sur lesquels nous mettons l'accent pour repartir tout cet argent-là, la population ne ressent pas réellement l'impact de cet argent. Quand on dit qu'on a mis 100 millions dans une infrastructure ou dans une dépense, et quand vous demandez la population, quand vous demandez le citoyen, quel a été l'effet de cette dépense-là sur ta vie au quotidien, il ne le voit pas. Parce qu'au même moment, même les travailleurs continuent à se plaindre. Donc, de mon point de vue, il y a la question également de la rationalisation des dépenses publiques. C'est-à-dire le fait, par exemple, que pendant une transition, qu'il n'est pas normal que le président de la transition puisse bénéficier de l'ensemble de sa caisse de souveraineté, qui fait environ 150 millions par mois. Ce n'est pas normal. Donc, ces poches-là doivent être coupées. Comme ce n'est pas normal que l'on continue à s'acheter des V8 pendant que nous sommes en situation de crise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que chaque trimestre, qu'on continue à débourser des centaines de millions pour acheter du lait, du thé et le répartir entre les travailleurs, etc., etc., dans les services publics. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal non plus qu'on puisse avoir encore une population qui vit avec moins de 175 000 francs par an et de l'autre côté qu'on ait des gens qui soient payés à 5 millions, 6 millions dans les services publics. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc la rationalisation doit commencer également à ce niveau-là. Mais pour tout cela, il faut en être conscient et il faut surtout avoir la capacité technique de le faire. Et malheureusement, pendant cette transition, ce qu'on a vu, pendant les périodes antérieures, ce qu'on a vu,
ça ne rassure pas, malheureusement. Moribo Maoumakalou, s'il faut prioriser la répartition du budget, d'où est-ce que l'argent doit partir en priorité? Vous savez, le budget national doit refléter les priorités nationales. C'est-à-dire votre allocation budgétaire la plus élevée, c'est votre plus grande priorité. En matière de gestion des finances publiques, c'est ce qu'on nous a appris. Et c'est généralement le cas. Mais si vous prenez notre budget, il y a la conjoncture qui y joue, parce que les deux premiers postes, tenez-vous bien, ce sont les enseignements et la défense et la sécurité. Chacun de ces postes, c'est-à-dire les enseignements, tous les ordres d'enseignement, font pratiquement entre 16 et 17% du budget, près de 470 milliards de francs CFA dans le budget de 2021. Et la défense et la sécurité, c'est le même montant. Et l'agriculture vient en seconde position avec 421 milliards, donc un peu plus de 15%, conformément aux accords à Maputo, aux accords de Maputo, où les pays africains ont décidé d'allouer 15% à l'agriculture. Mais la santé, tenez-vous bien, avec cette pandémie sanitaire, la santé et la protection sociale font que 250 milliards, 9% du budget. Alors que nous avons une population très jeune, les besoins sont énormes, les besoins en santé primaire sont énormes. Comment les gens qui n'arrivent pas à résoudre des problèmes de palu, de choléra peuvent s'attaquer à la Covid? C'est une problématique. Et si vous prenez la justice c'est à peine 30 milliards, 1% du budget dans un pays démocratique. Donc, il s'agit de revoir les priorités. Il s'agit de savoir aussi qu'il ne faut pas qu'on ait un budget. Maintenant, nous sommes depuis quelques années dans les budgets programmes, où ce sont les objectifs et les cibles qui comptent. Parce qu'avant, on était dans un budget de dépenses, un budget de moyens. C'est-à-dire, on vous donne un budget et puis on vous demande de dépenser. C'est là qu'en fin d'année, vous voyez les DAF en train de signer des bons de toutes sortes pour des montants. Parce que l'argent est là, il faut le consommer, sinon ça se perd, comme on le dit. Et ça, c'est un très mauvais signe. Donc, il faut qu'on revoie la gouvernance, parce que c'est la problématique essentielle de notre pays, la gouvernance. Comment nous gérons les ressources humaines et comment nous gérons les processus. Qui mettre où et comment faire les choses. Parce que quand on voit les processus et les manières de nommer les gens, les manières de gérer notre pays, c'est toujours la même chose. Les régimes changent, mais les méthodes ne changent pas. Si vous ne changez pas de système, c'est Einstein qui dit faire la même chose et s'attendre à un résultat différent, c'est être fou. Donc nous devons quand même essayer d'aborder ces changements-là, qualitatifs et quantitatifs. Professeur Soumari, revoir les priorités, vous êtes d'avis où on reste avec le système, on essaie de supprimer certaines choses? On doit faire une vraie refondation, pas la refondation de certains. Enfin, une vraie refondation du pays. Refonder les hommes, refonder les structures, tout refonder. Parce qu'on ne peut pas continuer, comme ça. Il faut qu'on se mette en tête déjà qu'on est un pays pauvre. Les gens pensent qu'on vit sur le passé. On vit sur un passé glorieux. Au lieu de vivre sur un passé glorieux, il faut qu'on sache où est-ce qu'on est aujourd'hui, où sont les pays qui nous entourent et où est-ce que ces pays sont en train d'aller. Moi, je donne souvent le cas du Bénin. Le Bénin a produit plus en 2019 en production agricole que le Mali. Alors que vous prenez le Bénin, vous le mettez dans la région de Sikasso, je crois. Je n'ai pas les chiffres en tête. Mais ce pays produit plus de 10 millions de tonnes de produits agricoles. Parce que, justement, leur président, qui au demeurant a quasiment fait également un coup d'État institutionnel chez lui, et personne n'a rien dit, a mis comme priorité l'agriculture. Nous, on a de fausses idées. On dit oui, l'or. Il faut qu'on arrête l'or, qu'on abandonne l'or. L'or doit être laissé de côté, faire tout basé sur l'agriculture, tout basé sur l'éducation. Ce n'est pas normal. Il y a une structure qui édite un journal qu'on appelle Bekungan, je crois, qui a fait une étude sur 40 000 élèves. Et sur les 40 000 élèves de 6e année, ils ont constaté que 30% n'arrivaient pas à lire un document de 2e année. C'est ça l'éducation au Mali actuellement. M. Makalou disait le montant faramineux qui est alloué à l'éducation. Mais pour quel résultat?
quand des enfants de 6e année n'arrivent pas à lire une page de syllabaire de 2e année. C'est ça l'éducation. Donc il faut vraiment qu'on priorise l'agriculture et l'éducation. Bien sûr, on a le problème de l'instabilité liée à la rébellion et au djihadisme, mais vraiment, il faut qu'on priorise sur l'agriculture et l'éducation. Ce débat arrive presque à terme en 1 minute. Quelles sont les alternatives pour le pays d'éviter d'éventuelles sanctions économiques aujourd'hui? La situation est là, nous avons tous peur. Vous voyez, le citoyen lambda court de gauche à droite pour chercher de l'argent. Quelles peuvent être les alternatives pour le pays? Je commence par vous, Modibo Mahamadou. Mais il n'y a pas de miracle. On n'invente rien en matière de relations internationales. On a déjà été à cette case en 2012, on l'a fait en 2018. Maintenant, donc on est aguerri. Oui, on est aguerri. Mais écoutez, vous discutez avec la CEDEAO, vous n'êtes pas d'accord avec la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent et décident de votre sort. Et qu'est-ce que la CEDEAO était venue chercher? La libération du président de la transition et du Premier ministre de la transition. Ils ont obtenu la libération, mais ils n'ont pas obtenu la deuxième partie qui soit remis dans leurs prérogatives. Donc ils sont partis avec la moitié. Qu'est-ce que les chefs d'État vont décider? Bon, je ne sais pas de boule de cristal, on verra bien. Professeur Mamoutou Soumaré, nous sommes aguerris, on peut dormir tranquille? Non, on ne peut pas dormir tranquille. Au contraire, on doit passer des nuits blanches maintenant en pensant à la situation du Mali. C'est très, très, très compliqué. Comme disait M. Makalou, tout dépend du sort que va nous réserve la CEDEAO. En espérant qu'on ait des soutiens, comme la dernière fois, le soutien qu'on a eu de la part de Macky Sall. La dernière fois, l'embargo a duré au moins 3 mois. Oui, mais les Sénégalais ont commencé dès le début, à dire qu'ils étaient contre le président Macky Sall. C'est notre premier partenaire économique. Et ça, ce n'est pas le même type d'embargo, parce que même là, on avait assoupli les conditions, parce qu'on avait dit tout ce qui était alimentaire, tout ce qui est sanitaire, première nécessité, les besoins sanitaires, on les avait enlevés. Absolument. Ça, c'était une clémence. Et aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir les mêmes faveurs. Absolument. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il faut avaler notre orgueil quand on a dans son pays l'ensemble du monde entier à ton chevet. Tu ne peux pas te décider un beau matin de braver toutes les interdictions auxquelles ton pays a souscrit depuis plus de 10 décennies maintenant. Vous ne pouvez pas. Donc, de mon point de vue, il y a la question de la libération qui était cruciale pour la CEDEAO, mais c'est le président et le Premier ministre qui ont été libérés. Pour le reste des personnalités arrêtées, il faudra que ces personnalités également soient libérées sans délai et sans condition. Deuxième élément, c'est surtout la question du retour à une transition civile, conformément à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies ont demandé. Et aujourd'hui, on va avoir la conférence des chefs d'État et il faut s'attendre également à ce qu'ils bougent sur cette ligne si on se soucie de notre population, si on veut échapper à des sanctions. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut respecter les règles auxquelles nous avons souscrit. Je vous prends au mot, avaler notre orgueil et écouter nos partenaires. C'est ce qui me fait à notre grand dialogue de ce soir, réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Le thème central était: au Mali, faut-il craindre des sanctions économiques de la communauté internationale après la démission du président de la transition et son premier ministre? Nos invités étaient Mamoutou Soumaré, professeur Mamoutou Soumaré, économiste, chercheur au groupe de recherche et réflexion sur la corruption GRCC, Dr Etienne Fakaba Sissoko, chercheur au CRAPES, Modibo Mahamadou, économiste. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous. À la régie vidéo, il y avait Mamadi Keïta, Salim Diouara à la technique, et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.